Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le mercredi 15 janvier. Et le froid, cette vague de froid fait des ravages. 2 personnes sans domicile fixe ont été retrouvées mortes aujourd'hui à Marseille. L'une à la gare Saint-Charles, l'autre vers la bibliothèque de l'Alcazar. Selon nos informations, il s'agirait de sexagénaires. Les températures sont très basses et même négatives la nuit ces jours-ci. Une situation qui émeut particulièrement Daniel Jacquin de l'association On se gèle dehors. Écoutez-le au micro de Didier Gesualdi. Effectivement, c'est pas courant. Deux personnes qui décèdent. Une à la gare Saint-Charles, c'est pas vraiment en plein froid, c'est un peu à l'abri. Et une autre personne à côté de la bibliothèque de l'Alcazar. C'est vrai que c'est pas courant. En plus, c'est des personnes de 60, 65 ans. Et c'est vraiment que c'est très rare. 2 personnes dans la même nuit. Il y a quelques années, c'était arrivé du côté du Trésor public, dans le 8e, mais c'est très très rare, quoi. C'est abominable. Et pourtant, c'est une population que vous connaissez bien, cette personne sans domicile fixe, puisque vous œuvrez au quotidien avec eux. Mais nous, tous les jours, ils viennent dans nos locaux récupérer des vêtements, des couvertures, de la nourriture. Et c'est vrai, on en connaît pas mal, mais on les connaît pas tous, parce qu'il y en a tellement. Là, ils en recensent 16 000 cette année. Et il y en a de plus en plus, on en redécouvre, mais alors c'est abominable. Alors que, comme je disais à tout le monde, les chiens, ils dorment pas dehors, alors qu'ils laissent des personnes comme ça mourir de froid, mourir de tout, quoi. Et suite au décès des 2 SDF, la ville de Marseille a prévu d'ouvrir le gymnase Valier dans le 4e arrondissement aux hommes sans domicile fixe, au moins jusqu'à samedi. De son côté, l'État a augmenté le nombre de places d'hébergement dans les hôtels. Le point complet est retrouvé sur notre site maritima.fr. Le feuilleton politique se poursuit au lendemain du discours de politique générale de François Bayrou. Le Premier ministre a confié le chantier des retraites aux partenaires sociaux. Il donne 3 mois aux organisations patronales et syndicales pour s'accorder sur un nouveau texte avec comme seule condition respecter l'équilibre financier. Les députés de la France Insoumise, les communistes et les Verts ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Le PS votera la censure, sauf s'il obtient une réponse claire sur les retraites. La censure sera d'ailleurs débattue demain après-midi à 15h. Malgré l'incertitude, la réunion entre partenaires sociaux et François Bayrou aura bien lieu ce vendredi à 11h. Annonce faite aujourd'hui par Matignon. François Bayrou se dit persuadé qu'il y aura accord à la clé et donc loi à voter. Faites vos vœux, ce mercredi était marqué par l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup. La phase des souhaits de formation dans l'enseignement supérieur est donc lancée sur la plateforme pour environ 2 mois à destination des lycéens ou encore des étudiants qui veulent se réorienter. Un peu plus de 24 000 formations sont disponibles dans tous les domaines et tous les types d'études possibles. Malgré la nouveauté cette année avec le tri des formations supérieures effectué par le ministère de l'Enseignement, la formulation des vœux reste un casse-tête pour les jeunes comme pour leur famille. Écoutez plutôt les conseils avisés de Clémentine Rigaud. Elle est chef de rubrique au magazine L'Étudiant. On l'écoute au micro de Manuel Danlois. Alors déjà, si on n'a pas encore d'idée, c'est pas grave du tout parce qu'on a 2 mois pour formuler ses vœux, donc ça laisse quand même un petit peu le temps de réfléchir. Les premiers conseils, c'est de réfléchir à quelle longueur d'études, dans quoi est-ce que je me projette? Est-ce que je me vois faire des études longues, alors parfois un master, bac+5, voire un doctorat encore plus long, ou est-ce que non, pour moi ce sera plutôt des études courtes, type BTS, et je veux rapidement arriver sur le marché de l'emploi. Donc ça déjà, ça va jouer. Autre chose, est-ce que je suis quelqu'un plutôt d'autonome, et dans ce cas-là, l'université, c'est parfait pour moi, je sais travailler seule, ou est-ce que j'ai besoin d'être encore encadrée, d'être plus suivie dans une plus petite promo, et là, par exemple, les classes prépa, c'est parfait pour moi. L'autre conseil, évidemment, c'est bien sûr de comparer les formations, d'aller se renseigner et de regarder ce qui est attendu, et puis voilà, de les comparer entre elles pour voir laquelle me plaît, lesquelles me plaisent le plus. Les élèves de terminale ont à présent jusqu'au 13 mars pour formuler 10 vœux maximum et finaliser leur dossier jusqu'au 2 avril. Allez, coup d'œil sur notre pouvoir d'achat. Comme annoncé par le gouvernement la semaine dernière, le taux du livret A devrait bel et bien baisser le 1er février prochain. Le gouverneur de la Banque de France propose de faire passer le taux de 3 à 2,4% et puis de modifier également
le LEP, le livret d'épargne populaire, avec là aussi une baisse du taux d'intérêt. Il passerait de 4 à 3,5%. Bonne nouvelle en revanche attendue par des millions de Français concernant les tickets resto. Leur utilisation pour les courses alimentaires est de nouveau autorisée jusque fin 2026. Mesure validée hier par le Sénat qui devrait rapidement être effective dans les grandes surfaces. Et vous le savez, dans le cadre de l'opération Martigues solidaire, la collecte de dons a démarré avant-hier. Elle va continuer pendant environ 3 semaines. L'occasion d'un constat, en 2024, la demande d'aide alimentaire a augmenté de plus de 12%. Un chiffre qui continue malheureusement de progresser. Parmi les explications, le fait que le profil des personnes dans le besoin s'est désormais étendu aux travailleurs précaires qui viennent ainsi s'ajouter au public traditionnel des personnes sans emploi. À Martigues, l'antenne du Secours populaire a accueilli l'an passé 650 bénéficiaires et les besoins de l'asso sont de plus en plus criants, comme l'explique Marie-Pierre Di Folco. Elle est secrétaire générale du comité Martégal du Secours Pop. On l'écoute au micro de Michel Montagne. Alors bien entendu, on attend tous les produits secs de Martigues solidaire, mais aussi les produits d'hygiène, c'est important. Les couches bébés, c'est très cher par exemple, et les protections féminines aussi. Les bébés aussi, si c'est possible, des petits pots pour les bébés, mais les produits d'hygiène, c'est important. Au-delà des gels douche, pensez aux couches et aux protections féminines. Et les bébés sont nombreux, les enfants bas âge? Nous, on en accueille pas mal de tout petits, on a des naissances en cours, donc effectivement là, vous voyez, on a que du lait deuxième âge. Donc ça serait bien qu'on puisse nourrir les tout petits aussi. 53% des personnes que nous accueillons ont un reste à vivre inférieur à 5 € par jour. Quand vous avez payé vos factures, il vous reste 35 € par semaine pour faire vos courses, pour vos loisirs, pour payer votre essence. Et l'année dernière, on a quand même récolté 9 tonnes avec Martigues solidaire. Et ça, moi, je trouve que c'est fabuleux et j'espère qu'on fera autant cette année. On compte sur votre générosité Martigues solidaire qui va profiter également à d'autres associations de notre territoire comme les Restos du Cœur ou encore Partage et les équipes Saint-Vincent. Tout le détail à retrouver sur martiguesbouche.fr jusqu'au 6 février avec tous les points de collecte. La suite de notre journal, retour à Marseille, de l'espace pour flâner, des terrasses de café ouvertes, de l'eau qui coule dans la grande fontaine. Vous l'aurez compris, une nouvelle étape est franchie dans la réhabilitation de la place Castellane. Le fameux rond-point a disparu, donnant plus d'espace pour les piétons. Un résultat partiel puisque les travaux sont toujours en cours, notamment pour l'extension du tramway. Que pensent les riverains de ces premiers espaces dévoilés? Nous sommes allés leur poser la question. Aujourd'hui, la place me paraît nettement relookée en fait. Par contre, les travaux durent beaucoup trop longtemps, trop long, et à mon avis, mauvaise gestion des travaux. Je trouve ça dommage et le coût. Aujourd'hui, on a une place qui est spacieuse, qui est belle, qui est grande, qui est bien dallée. On a une vue à 190 degrés sur le Prado, sur l'autre avenue. Avant, c'était rétréci. Une petite place rétrécie. On ne pouvait même pas se croiser autour parce qu'il y avait la circulation des voitures. On est vraiment bien heureux parce que c'est une place où il va y avoir des personnes qui vont se croiser et échanger. On a envie de s'arrêter. On a envie de s'arrêter comme là. Regardez, je fais coucou là, voilà, à la dame. Donc je l'ai vue tout à l'heure là-bas. Donc vous voyez, alors qu'avant, j'aurais pas pu la choper, vous voyez. L'espace était trop réduit, je ne l'aurais pas vu. Alors que là, on voit tout le monde, vous voyez. Ça va prendre de la valeur. Les immeubles qui sont autour de cette place vont prendre de la valeur à cause de la place. On trouve que c'est une belle place avec une belle perspective. Maintenant, on attend le résultat final et surtout voir l'usage que vont faire les gens. Je vois qu'il n'y a pas de piste cyclable pour l'instant. Donc le mélange des genres me fait un peu peur. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Cette absence de pistes cyclables est soulevée par des collectifs locaux qui vont entrer en médiation avec la métropole. La date de fin des travaux sur l'entièreté de la place n'est pas encore connue. Le dernier adieu à Nana, l'emblématique poissonnière du Vieux-Port, décédée vendredi dernier à l'âge de 96 ans, aura lieu demain, jeudi. Ses obsèques seront célébrées en l'église Saint-Laurent à 10h30, l'église du Panier, le quartier qui lui a été si cher. Un dernier hommage aura lieu ensuite au cimetière Saint-Pierre.
Et on poursuit ce journal à Istres à la rencontre de Maë. Avec sa maman et son frère, ce jeune adolescent atteint d'une paralysie cérébrale a ouvert les portes de sa maison à notre journaliste Joey Temple. Reportage sur son quotidien empreint de combat contre les complications administratives. Je m'appelle Maë, j'ai 13 ans. Je suis en 4e, j'habite à Istres. Je m'appelle Amélie, je suis la maman de Maë et de son frère jumeau Damien, qui est derrière. Je ne sais pas si on le voit derrière nous. Allez, baladez, je vous suis. Oh. Et vous me racontez. Attends Damien, je pousse avec mon pied la porte de la salle de bain. Il y a eu un truc au cerveau, je crois. J'ai saigné et après, du coup, j'ai pas pu marcher et je suis en fauteuil, du coup, je peux pas marcher. Maë et son frère Damien sont des très grands prématurés. Très vite, les médecins vont diagnostiquer à Maë une paralysie cérébrale. À la découverte de ce lourd handicap, Amélie va décider de se dédier à son fils. Moi, j'ai arrêté de travailler pour permettre à Maë d'aller à tous ses rendez-vous, un maximum, de pouvoir aussi aller à l'école et qu'il avance le plus loin qu'il pourra. Au-delà des coûts financiers importants qu'engendre le handicap, l'inefficacité des institutions ne facilite pas la vie de Maë. Dernier exemple en date, l'accès aux toilettes du collège. Maë est rentrée au collège, c'était en septembre 2022. Et les toilettes, c'était censé être des toilettes PMR, mais c'était pas du tout des toilettes PMR. Il n'y avait pas de soulève-malade. Ils sont 2 enfants en fauteuil roulant à Dodé. Il y a Maë et un autre petit garçon, un autre ado maintenant. Et il n'y avait pas ce qu'il fallait pour les transférer sur les toilettes. Et en fait, un rail a été installé dans les toilettes dédiées PMR pour Maë et Bilal, là, à la rentrée de septembre. Donc 2 ans après. Problème, même après 2 ans d'attente, le système est incomplet. La sangle, un accessoire indispensable pour hisser Maë sur les toilettes, n'a pas été acheté. On te livre un rail. Il est super le rail, en plus c'est vraiment bien fait. Ben oui, c'est bien fait. Voilà, l'approviseur qui te dit ça a coûté 7 000 € quand même. Ben oui, et c'est beaucoup. Viens chez moi, je vais te montrer. Bienvenue dans notre monde. Je vais te montrer, je dis le fauteuil électrique il a coûté 18 000 €. Ah, je me rendais pas compte. Ben oui, quand t'es pas concerné, tu sais pas. Mais c'est vrai que le rail, voilà, je suis contente, j'ai réussi à l'obtenir. Ben, super. Mais pourquoi ils sont pas allés au bout? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné l'autorisation en haut en envoyant un rail et accessoires? Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais ben non, c'est allé jusqu'à un moment donné, ils reçoivent le rail, mais il n'y a rien dessus. Comment tu soulèves le gamin? Elle finira par acheter elle-même la sangle pour ne pas attendre de nouveau. Des exemples comme celui-ci, Maë et sa famille en ont des dizaines à citer. Amélie dénonce une machine institutionnelle qui ne fonctionne pas. Localement, je pense qu'on peut faire des trucs, mais dès que tu tapes gros, je ne saurais même pas te dire ce qu'il faut, à moins que tous nos gamins ou tous les adultes en fauteuil, on se retrouve tous à un même endroit en même temps, ce qui est impossible. Je ne sais pas comment on peut se faire écouter. Si j'avais la solution, on aurait peut-être déjà réglé le problème. C'est une question de sous aussi, je l'entends. Le sujet, il est tellement vaste, je ne sais même pas. Et encore, on n'est pas les pires, je crois, dans le 13. Les problèmes rencontrés en primaire se sont multipliés lors du passage au collège. Bientôt, ce sera le lycée, Amélie appréhende, mais il y a encore beaucoup de choses à penser d'ici là. De son côté, Maë espère lui devenir professeur de mathématiques dans quelques années. Et toujours au sujet du handicap, les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, seront en grève demain pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent. Sur notre territoire, toujours, les cérémonies des vœux se poursuivent. À Port-de-Bouc, ce sera demain à partir de 18 h à la salle Gagarine et puis vendredi autour de Fos et Châteauneuf, le 23 janvier. Notez la date pour Miramas, rendez-vous pris à la salle Tristani. Et puis j'en profite pour vous signaler qu'il y a des travaux qui vont se poursuivre sur le pont Levant avec une forte perturbation du trafic routier. La semaine prochaine, on prend de l'élan, si bien que la circulation sera fermée totalement aux véhicules tout au long de la semaine prochaine. Prenez donc vos dispositions. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans nos prochaines éditions.
On ouvre une page sport avec l'OM qui a dit adieu à la Coupe de France. L'aventure s'est arrêtée hier soir face à Lille pour l'Olympique de Marseille. Lille qui jouera donc les huitièmes de finale. Alors si on refait le match, un but partout à la fin du temps réglementaire grâce à une égalisation de Luis Enrique à la 95e minute. Et puis une séance de tir au but fatale 4-2 pour les Marseillais qui n'ont pas démérité. De l'indulgence de la part du coach mais beaucoup de déception côté joueurs. Réaction en zone mixte recueillie par Karim Attab. On est forcément très déçus ce soir. On a un groupe avec beaucoup de caractère. On voulait absolument gagner un titre cette année. La coupe, c'était une priorité. Voilà, il nous reste que le championnat malheureusement. Mais je pense que, comme tu l'as dit, on a eu des opportunités ce soir. Lille est une belle équipe. Et on aurait pu marquer tôt dans ce match et voilà, jouer un peu plus tranquillement. Le scénario a été différent. Ça s'est joué sur des détails, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite, donc c'est d'autant plus frustrant. Oui, on est déçus, vraiment. Et c'était clair, c'était l'objectif de nous. Mais aussi, on a tombé contre une belle équipe et on a tout fait pour gagner. Et malheureusement, on a perdu. Est-ce que c'est en première mi-temps que peut-être que vous avez le plus de regrets avec toutes les occasions que vous avez eues? Oui, je pense qu'on a créé beaucoup d'occasions. Si on les fait, on parlera d'un autre match différent, mais c'est arrivé comme ça. Après, on a essayé jusqu'à les dernières minutes, mais c'est dommage, dommage de sortir comme ça. Et en marge du match, on a pu noter beaucoup de tensions après l'égalisation de Luis Enrique avant la séance de tir au but. Mehdi Benatia, le directeur du football à l'OM, a écopé d'un carton rouge de la part de l'arbitre Clément Turpin. Et puis le président lillois Olivier Létang, lui, est passé entre les gouttes alors que les images nous prouvent que son comportement n'a pas été très respectueux vis-à-vis du quatrième arbitre. Ce qui n'a pas été du goût du coach olympien. Roberto De Zerbi n'a pas du tout apprécié. Écoutez plutôt. No, Rulli non potevamo farlo entrare perché avevamo fatto il terzo cambio. Lo scambio con i dirigenti. No. Alors non, ce qui concerne les changements, c'est vrai que Rulli, dans tous les cas, ne pouvait pas rentrer parce qu'on avait déjà utilisé nos 3 moments. Et après, c'est pas qu'il y a eu un échange avec les dirigeants, mais expliquez-moi pourquoi le président de Lille vient sur le terrain, vient parler avec un des arbitres pour la deuxième fois d'affilée, puisque déjà en championnat c'était produit. Della Repubblica, ma se deve stare in tribuna, se nessuno glielo dico io. Si ça avait été le président de la République, peut-être qu'il aurait pu le faire, mais voilà, c'est le président d'un club. Moi, j'ai jamais vu Pablo Longoria venir parler avec les arbitres, échanger en bord du terrain, à sa place en tribune. Donc voilà, donc je ne comprends pas. Et si personne ne lui dit quelque chose, moi, je ne vais pas me gêner de le faire. Se non glielo dice nessuno, glielo dico io, senza problemi. En zone mixte, le président du LOSC a voulu dédramatiser la situation en ajoutant, je cite, que De Zerbi fasse son métier d'entraîneur et tout ira bien. La suite au prochain épisode. En tout cas, retour sur cette soirée houleuse dans notre bar des supporters à retrouver sur maritima.fr. Et puis en attendant, il ne reste plus que le championnat pour l'OM au rythme d'un match par semaine jusqu'à la fin de saison. Et puis en cyclisme, ça se précise pour le Tour de la Provence chez nous le mois prochain. Du 14 au 16 février, le départ sera donné depuis le parvis du stade Vélodrome à Marseille. L'arrivée de la dernière étape se fera, elle, à Arles. L'épreuve sera sur 3 étapes contre 4 auparavant. 110 coureurs professionnels et 16 équipes sont annoncées. L'année dernière, le Danois avait gagné 3 des 4 étapes. On devrait de nouveau parler tourisme et patrimoine demain avec la visite marseillaise de Rachida Dati. La ministre de la Culture devrait justement aller faire un tour au Mucem et à Cosquer Méditerranée. Et puis culture, toujours la piste aux étoiles s'offre à vous le temps de la BIAC. Comprenez la Biennale internationale des arts du cirque. Et quel beau programme une fois de plus pendant près d'un mois pour cette 6e édition. Plage du Prado à Marseille, des chapiteaux se sont élevés. Ils appartiennent à la compagnie galloise No Fixed Circus. La première représentation, c'est demain soir. Mais Maritima a pu assister en avant-première à plusieurs tableaux acrobatiques, vous allez le voir. Parmi les artistes, un jeune Belge, Deneyer Watt. Il nous parle de ce spectacle qui délivre plusieurs messages.
par des saboteurs. C'est les saboteurs de société. C'est des gens qui vivent un petit peu hors de société, qui ne sont pas toujours acceptés, qui sont là en fait pour raconter leurs histoires, pour lutter un petit peu contre les systèmes. Et du coup, dans ce spectacle, on est avec plein de saboteurs de plein de côtés différents de la société et on essaie de du coup créer un bon ensemble et voilà, lutter un petit peu contre le système en faisant ce spectacle. Genre, en tant que circassien, en tant qu'artiste, je trouve qu'on est toujours un petit peu en dehors du système. On essaie toujours de regarder avec un regard très critique de ce qui se passe et de pouvoir mettre ça en scène avec tout le monde ensemble, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez du public de Marseille et des alentours d'ici? J'attends qu'ils viennent ici avec un regard ouvert et qu'ils se fassent porter par la magie de notre spectacle et par notre message. Et du coup de partir de Chapiteau avec et la bonne heure et aussi avec une autre idée de ce qu'on peut faire mieux ou peut-être dans leur vie, qu'est-ce qu'eux ils peuvent adapter pour vivre mieux ensemble en société et en collectif. Des propos recueillis par Cassandra Mourou, voilà pour l'aperçu de Sabotage. C'est le nom du spectacle qui dure environ 1h30, qui fuse dans tous les sens, accessible dès 6 ans. La première, c'est donc demain soir à 20h. 15 représentations sont prévues au village Chapiteau au Prado. Samedi, c'est déjà complet. Vous avez jusqu'au 9 février pour en profiter. Rendez-vous sur biennale-cirque.com pour connaître toute la programmation sur l'ensemble du département. Et notez que sur le territoire Ouest-Provence, on jouera les prolongations avec les élancés dès le 23 janvier. Le Festival des Arts du Geste s'élancera donc à Istres, Fos, Miramas, Grans, Cornillon et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Pensez déjà à réserver parce qu'il y a des spectacles qui sont d'ores et déjà complets. C'est le succès assuré comme chaque année. N'hésitez pas donc scenesetciné.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Très belle soirée à tous.